Sobre todo la idea de estas mesas de presentación es que tengan la oportunidad ustedes, ¿no?, como público, ¿no?, de escuchar los testimonios de las artistas que están ahora presentes aquí, de estas 11 artistas que están presentes en el conjunto del conjunto de las 25 artistas del Iris de Lucy, ¿no? Y bueno, pensamos que siempre es una oportunidad maravillosa, ¿no?, que no solo vengan e instalen sus obras, sino que también puedan, digamos, comunicarse con nosotros y vamos a ver si nos da tiempo incluso de tener un breve diálogo, ¿no? Ya lo iremos viendo. Bueno, para no extenderme, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a comenzar con Sapphire Roas. Esta mesa será mesa en francés, la traducción, y posteriormente haremos otra mesa con traducción en inglés, ¿no? Pues nada, les paso con Sapphire y posteriormente con Michelle y después con Amina. Y se irán incorporando las otras artistas. Et finalement, voilà. Donc, je présente l'œuvre qui est présentée, exposée au premier étage du musée, intitulée Invisible, et qui est composée des centaines de structures métalliques suspendues au plafond et desquelles il y a des milliers de fils en fait, de coton qui descendent comme une sorte de pluie et sur lesquels il y a des milliers de petits des miniatures en fait de photographies des yeux de femmes. Et voilà, donc c'est une installation que j'avais réalisée en 2011 et que dès que Orlando m'a proposé de participer à cette exposition, je voulais lui faire la proposition. J'ai moi-même et bien sûr Orlando en tant que commissaire d'exposition immédiatement décidé que ce soit cette œuvre-ci qu'on va pouvoir exposer dans ce contexte. J'aimerais, en même temps, pour essayer de compléter un petit peu, puisqu'il y a ici une seule œuvre et qui quand même résume beaucoup toutes mes préoccupations et mes préoccupations artistiques et plastiques et culturelles et les questions que je me pose. Pour compléter un petit peu ça d'une manière différente, je vais vous montrer quelques images brièvement d'un projet qui m'a beaucoup appris en fait, que j'ai réalisé au Maroc dans une vallée qui s'appelle la vallée de Imlil, dans la montagne de l'Atlas. Et dans la montagne en fait la plus haute du nord d'Afrique qui s'appelle Toubkal. Donc là, ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je suis arrivée là-bas pour un petit voyage de repérage. J'ai immédiatement repéré des associations de femmes qui travaillent timidement avec les moyens qu'ils ont sur place. Et bien sûr, le fait moi-même, qui est du nord du Maroc, d'arriver dans un petit village comme ça, berbère en plus, parce que moi, je ne parle pas berbère, donc il fallait des fois même avoir une traduction pour pouvoir communiquer correctement. Et donc là, j'ai immédiatement pensé à travailler avec les jeunes femmes et les filles, celles qui souhaitaient en fait le faire. Moi, j'avais pas une préférence pour l'âge, mais celles qui ont décidé de le faire et de travailler immédiatement avec elles dans leur contexte de vie. Et c'était une sorte d'échange. Moi, j'ai rien apporté à ces filles et on a tout simplement échangé à travers, vous allez voir, et le contexte naturel et une réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Voilà. Voilà, donc pour dire simplement ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois, j'ai invité ces filles à aller se promener dans la vallée. Et curieusement, elles n'avaient jamais fait ça. Ils n'ont pas l'habitude, comme elles habitent de toute façon là-bas, elles n'ont pas cette habitude, même si c'est une vallée très visitée. Il y a beaucoup de touristes qui vont pour les randonnées, pour tout ça. Il y a beaucoup de guides. Mais elle, donc pour elle, sortir, c'est d'aller d'un lieu à l'autre. Et donc ce contexte qui, moi, m'a émerveillée, parce que c'est la montagne, c'est comme ça, c'est toute la force et la philosophie qu'une montagne peut exercer sur l'être humain. Donc elle passait complètement à côté parce qu'ils sont dedans.
tout simplement. Donc, je les ai invités à aller justement juste se promener et de fixer en fait le regard. J'ai un peu essayé de faire un travail de stimulation parce que, bon, en tant que plasticienne, j'ai un peu plus la facilité de faire ce genre d'exercice. Donc, je les ai juste invités à qu'on fasse ça ensemble et qu'à chaque fois qu'elles s'arrêtent sur un objet, sur quoi que ce soit qui les intéresse, qu'ils peuvent le prendre avec elles. Et c'est comme ça, donc, on est allé se promener quelques heures et elles ont été en train de ramasser, vraiment d'observer. Et donc, c'était vraiment juste un exercice d'observation comme ça au début. Avec un petit groupe de femmes. L'idée, c'était de ramener les éléments et les objets qu'elles ont ramassés. Les voilà, on les voit avec des petits sacs à main, enfin des petits sacs en plastique en train de discuter, de ramasser. Et c'était vraiment très, très, très chouette, toutes les conversations qu'on a pu avoir sur ce chemin. D'ailleurs, le projet, je l'ai appelé le chemin. C'est une idée d'un double chemin parce qu'il y a aussi un chemin très spirituel, si on veut dire, qui s'est... voilà. Donc, ensuite, on a tout ramené dans un petit atelier qu'elles ont, dans lequel ils ont l'habitude de faire, quelques-unes, pas tous, ils ont l'habitude de faire des ateliers de couture, broderie, ils apprennent à faire ce travail manuel. Et il y en a même qui font des cours de français. Bon, c'est très basique, mais bon, il y a aussi ça. Donc, elles ont juste ramené tout ce que chacune s'est approprié un objet, entre guillemets, et pour pouvoir retrouver un petit peu une sorte d'harmonie qui existe déjà, mais juste pour mettre l'accent sur ça, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a ramené en fait de la nature était en réalité, il avait perdu la vie. Voilà, surtout dans un contexte comme ça, dans une sorte de forêt, hein, qui est... donc voilà, on a évoqué cette idée-là. Ils ont tous ensemble, on a décidé de tout blanchir, de tout purifier avec des éléments vraiment naturels, des pigments, des choses comme ça sur place. Et ensuite, bon, ça a donné un petit peu... elles ont aussi décidé entre elles d'utiliser tout leur petit savoir-faire de crochet, de broderie, de coudre les choses et de redonner des nouvelles formes à tout ce qu'ils ont pu ramener. Ce qui était génial, c'est que chacune vraiment s'est approprié ça. Mon intervention était juste vraiment de retrouver un sens, donner un sens, une lecture logique au processus. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est retourner en fait dans le milieu naturel et essayer de retrouver une nouvelle place à ce qu'ils ont réalisé. C'est comme ça que, bon, je pense que là... Donc voilà, ça c'était les éléments pour les conserver. Donc ils ont tout simplement, ils ont ramené des petites bouteilles vides pour conserver tout ce qu'ils ont réalisé. Mais alors, à la fin, elles sont... Voilà, ça, c'est les aimants qu'ils ont fait. On les a remis dans la nature. Et ce qui était important, c'est le travail photographique qu'on a fait ensemble. Le fait de leur montrer que, en fait, encadrer en fait, quelque chose avec l'appareil photographique, ça donne encore une dimension à cet objet. Et là, c'était un exercice vraiment extraordinaire parce qu'ils passaient des heures et des heures à chercher vraiment où le mettre, comment, avec quoi. C'était leur décision en fin de compte. Moi, j'étais juste en train de guider. Mais l'image, cette réalité, et ça, c'est quelque chose que moi, c'est vraiment une préoccupation artistique que moi, ça m'intéresse. La réalité, elle se situe bien sûr où? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est l'objet lui-même? Est-ce que c'est l'espace? La nouvelle réalité que la photographie permet d'avoir, c'était ça en fait ce qu'on a a pu développer ensemble, et c'est ça en fait ce qu'elles ont en fin de compte. On a fait comme des petites cartes postales à la fin que chacune a pu en prendre et on les a classées d'une manière particulière. Voilà, donc ils ont utilisé les aiguilles, ils ont utilisé les fils, ils ont utilisé plein de choses, mais c'était toujours
Ça, c'est... Voilà. Avec du coton, et c'est dans le contexte naturel. Je pense que c'était une sorte... Voilà, ça, c'est juste une pierre avec de la gaze, du tissu... toute la laine avec laquelle on a travaillé. Donc, il fallait la laine pour faire pour tricoter, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc j'avais juste envie de partager cette petite expérience. Enfin, pour moi, elle était très émouvante et très intéressante. Et je pensais que cette expérience, qui est d'ailleurs venue même après l'installation Invisible, mais quand même dans mon parcours personnel comme artiste, vraiment il complète, et je vais dans plusieurs sens, mais ça c'est vraiment des sens qui m'intéressent énormément et dans lesquels je veux continuer à développer des idées, des projets, continuer à mettre l'accent sur... c'était Iris de Lucie, qui est tantôt visible, tantôt invisible. Voilà. Ahora les hablará Michelle Mahema. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Je peux fermer, hein? Ok. Alors donc pour cette exposition, donc moi je présente deux œuvres. Une que vous avez peut-être pu voir en bas, qui est une installation mixte qui mêle en fait photographie et donc dessin qui vont arriver. Et donc l'issue c'est toi, Lucie c'est moi, une vidéo, l'envolée, un pas vers le ciel. Donc moi je travaille vraiment entre les liens, je dirais même les relations entre les histoires individuelles et l'histoire collective. Comment il est possible, à travers mon chemin d'artiste, mon parcours d'artiste, je dirais même mon statut d'artiste, d'aller chercher les histoires de personnes qui ont eu une trajectoire, en fait, parfois anonyme, parfois en fait beaucoup plus mise en avant, et finalement en fait de les rattacher donc à la grande histoire. Et donc pour cela en fait j'ai mis en place différents systèmes. J'utilise en fait la vidéo, j'utilise en fait l'installation, j'utilise la performance maintenant, le dessin, et tout cela avec je dirais l'utilisation de la mythologie, de la métaphore, pour écrire mon parcours, en fait, et je dirais ou peut-être pour donner mon point de vue d'artiste. Et je crois qu'il y a une idée, en fait, qui serait assez proche de la métaphysique, qui pourrait être pour moi un peu les prémices en fait du surréalisme, c'est-à-dire ce regard et cette position en fait de hauteur et de distance qui est donnée en fait sur le monde. J'ai préparé une petite fiche, mais vraiment assez éclectique, avec différentes images. Voilà, pour vous montrer je dirais la manière dont je peux procéder. C'est une vidéo donc, qui s'appelle Color as a Feeling, et c'était vraiment l'idée à un moment donné de mettre en relation les sentiments, les couleurs, et comment en me les appropriant de manière palpable, je pouvais en fait le donner à revoir aux spectateurs, et de confronter comme ça des sentiments assez forts comme le cri, et puis finalement être à côté de l'autre, on crie et l'autre n'entend pas. Et je crois que
quelque part, c'est aussi une manière et une métaphore de parler parfois de situations politiques où finalement il y a des peuples, des populations qui sont en train en fait de crier à la souffrance et finalement de l'autre côté, eh bien en fait d'autres États en fait les observent d'une manière presque passive et ne veulent pas en fait entendre. Ensuite, j'ai pris cette installation vidéo, donc qui est un triptyque vidéo, donc qui s'appelle Cycle. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de parler aussi de ce lien entre le corps et l'espace. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans mon travail, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps est vraiment le syncrétisme et le liant, en fait, de tout ce qui peut sembler, en fait, éclater. La présence du corps est intempestive, elle est là en lien avec l'espace et elle est là aussi pour interroger en fait le monde, pour interroger aussi en fait le spectateur qui regarde en fait l'œuvre ou la pièce et aussi pour s'inscrire dans une certaine forme de picturalité. Et pour moi, ce type de travail ou ce type de performance vidéo interroge à la fois la relation au temps, mais en fait, l'espace est ici utilisé presque comme une peinture. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui est très pictural. Hein. Et donc, pour revenir en fait à cette picturalité, il y a aussi en fait le rapport au temps qui est aussi important parce que je suis une artiste qui aime la lenteur dans son processus de travail, aime la maturation. Et c'est vrai que eh bien, le rythme même qui est donné, la manière dont je peux aussi en fait me mettre en scène, eh bien, traite de ce rapport direct au temps. Je vous parlais tout à l'heure de la performance maintenant. Et donc, je peux même faire le lien en fait, par rapport à cette notion de temps et de temporalité que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a deux choses en fait, qui aujourd'hui cohabitent aussi dans mon processus de travail. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais donc des vidéos performances où tout était filmé en une séquence. Je faisais l'action, je faisais la mise en scène, et donc je pouvais choisir dans le processus le moment, l'instant qui me semblait juste et appartenir peut-être ou tendre vers ce qui pourrait être une œuvre. Et donc c'est cela en fait que j'ai donné à voir. Maintenant, l'intervention en fait de la performance me permet d'établir aussi un rapport direct avec le spectateur et en fait les gens qui entourent. Et donc de plus en plus, donc je mets en place en fait des performances qui sont en fait des instants, des séquences poétiques qui viendraient en fait traverser le temps, l'espace et l'histoire. Et on retrouve encore cette notion de picturalité, puisque là, par exemple, pour celle-ci, j'utilise des pigments sur lesquels je marche. Il y a des éléments aussi que j'amène, comme l'eau. Et donc, il y a toujours cette question du processus de transformation. Et je crois que dans ce qui se met en place, c'est à un moment donné comment ce corps arrive à passer à la fois à travers l'histoire que moi j'essaie de raconter, à travers la mémoire, à travers l'univers, et comment en fait il se transforme en fait dans ces différents déplacements, et au fur et à mesure en fait de ces déplacements. Donc je vous parlais tout à l'heure du fait qu'effectivement je touchais à différents médiums, donc j'en arrive aussi maintenant à la réalisation aussi d'objets palpables, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel aussi, finalement, quand on utilise les images, quand on utilise des systèmes de vidéo, puisqu'en fait, la vidéo, c'est la lumière. Et là, donc, j'arrive à des objets qui sont au départ assez formatés, assez standardisés, et pour moi, en fait, ce format et à la fois cette multiplication de l'objet
m'amène à la réalisation en fait de pièces qui sont en fait de plus en plus grandes. Et à la fois, c'est aussi pour moi une manière, en utilisant en fait le fragment, de parler aussi du temps et de la répétition et du geste. C'est-à-dire que finalement, quand bien même le corps n'est pas apparent, la trace y est, puisqu'en fait là, c'est juste un petit peu dommage parce que j'ai pas mis en fait l'autre image, excusez-moi. En fait, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Under the Landscape. Et Under the Landscape, c'est 80 planches de bois qui sont traitées de la même manière et qui, en fait, reprennent les 9 frontières de la République démocratique du Congo. Puisqu'en fait, moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo, et donc le Congo est entouré de 9 frontières. Et donc, il y a une tension telle dans ce pays et pour moi, une manière où les gens, en fait, ne peuvent pas s'approprier réellement, en fait, leur territoire, parce que les intérêts économiques y sont tels qu'il m'a semblé nécessaire, à un moment donné, de produire une œuvre qui pourrait, en fait, traiter de cette question, mais de manière poétique, de manière symbolique et presque de manière abstraite. Donc, j'ai pris ces 81 planches de bois, donc c'est 9 x 9, hein, et donc ils reprennent à chaque fois donc, une frontière. La frontière entre Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, entre l'Angola et en fait la République démocratique du Congo. Et donc, pour moi, en fait, j'arrive à une certaine forme abstraite, qui est un rectangle, qui est une forme géométrique de base. Et donc, c'est une manière de redonner à voir en fait le Congo, presque dans enfin pour moi dans sa globalité. Et donc, je parlais tout à l'heure de répétition du geste et d'inscription du corps. C'est pour moi, en fait, toujours une continuité. Quand bien même le corps n'est pas présent, l'inscription et le geste qui est fait en est, en fait, la trace. Je terminerai avec... Je peux fermer... Je peux fermer ça? Oui, oui, c'est bon. Voilà. On est loin. Je termine là, voilà, juste voilà. Je termine avec celle-ci, donc cette œuvre, donc qui est une vidéo, The Kiss of Narcisse, qui en fait peut vous donner aussi une compréhension et une lecture de la pièce, donc qui est ici au Mussac, où finalement le système et les objets que j'utilise peuvent en fait revenir et redialoguer en fait entre eux. Je vous remercie. Fátima Mahmoud. Bonjour, merci à tous d'être venus. Qu'est-ce qu'il dit? Si, non, non. Non, ce que je dis? Bon, okay. Acceptar. Et don't want, tac. Attends. Tac. This is Mac. You did with the Mac? No, here. Here. Si, je mets si.
Ok, bonjour à tous, merci d'être venus. Pour parler un peu de mon travail, vous avez vu que c'était assez centré sur la question du corps. Moi, je ne viens pas d'une école artistique. Je suis une artiste autodidacte. Je viens plutôt d'une école des sciences de l'homme, c'est ça? Faut être sciences humaines. Des sciences humaines. Donc, ma pratique artistique est arrivée assez tard parce que je m'étais dirigée vers l'histoire de l'art pour essayer de comprendre évidemment les rapports culturels, de domination, d'écriture de l'histoire qu'il y avait dans mon propre parcours à l'échelle de ma propre histoire et puis après évidemment dans la grande histoire. Et je me suis rendu compte que l'histoire de l'art ne me permettait pas d'aller, de comprendre les éléments qui étaient... me permettait pas d'aller à une certaine profondeur. Donc finalement, j'ai commencé à travailler avec des marionnettes, des éléments, des poupées. Et toujours est-il, j'avais toujours une barrière entre l'élément qui est de comprendre, la complexité dans laquelle votre propre histoire est complètement étriquée, et de se dire il faut quand même que je comprenne ce qui se passe. Et petit à petit, donc, j'en suis arrivée à travailler avec mon propre corps, avec différents projets. Le projet qui est arrivé avant, celui que vous voyez ici, est un projet qui est sur la question de l'avortement, sur la question des ruptures. Pourquoi les ruptures? Comment les ruptures se mettent en place? Puisque mon parcours est balisé de multitudes de ruptures, mais comme tout un chacun, bien évidemment. Et après ce travail sur les ruptures, il m'a semblé important de réparer, de questionner. Et donc, le corps de la grossesse a révélé ces ruptures et les a mises en scène pour pouvoir réparer. Donc, je commence. Donc, ça, c'est le projet Superroom en général. Vous avez une pièce à Casa Africa que nous verrons tout à l'heure. Mais le projet sur la grossesse a commencé avec cette série-là, qui s'appelle Made in Mode Grossesse. C'est un travail qui est basé en fait sur la relation nature-culture, qui est une question vraiment qui m'habitait durant cette transformation que nous vivons. Et à un moment donné, je me suis même visualisée par rapport à ma chatte qui était enceinte. Et curieusement, elle, la grossesse lui donnait une grande humanité. Et moi, en étant enceinte, je me voyais plutôt animale. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, j'ai mis en place quelque chose qui caractérise le plus la femme. Et donc, je me suis dit, c'est la mode. Et donc, j'ai fait un défilé de mode avec évidemment des caftans, des tenues très sexy, etc. Avec ce ventre pour voir est-ce qu'avec cet énorme ventre qui déformait, qui était à la limite du monstrueux et en même temps, c'est quand même la vie. Donc de se dire, non, il y a quand même quelque chose qui appartient au corps, qui est au corps. Enfin, la manière dont on peut définir finalement le corps est à 99% un corps culturel. Et j'ai voulu vraiment le mettre en scène. Donc ça, c'est la série des caftans. À la suite de ça, je me suis préoccupée de tous les stéréotypes féminins. Donc j'ai commencé à travailler avec des superwomen, des Blanche-Neige, tous les personnages un peu qui sont dans notre imaginaire collectif, qui sont typiquement féminins. Et finalement, j'en suis arrivée à créer mes propres personnages, qui sont les superwomen, que vous avez à la Casa Africa. Alors, le problème qui s'est posé, une fois pour exposer en fait, ce travail à Casablanca, donc ce travail a été exposé, bien sûr, mais il a fallu penser comment est-ce que ces personnages, enfin ces femmes nues, pouvaient rentrer dans les maisons marocaines. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur la question de la silhouette. Et les tissus, puisque les tissus font intégralement partie de l'univers féminin et puis de mon univers aussi, que j'assume tout à fait. Hein. Petit à petit, ces silhouettes sont devenues véritablement les silhouettes que vous connaissez. Ça devient finalement un outil pour parler de tout ce qui est matrice.
À partir de là, ces silhouettes sont devenues, avec le projet culturel, quand ces silhouettes sont sorties de la sphère de l'intime et qu'elles sont passées sur la scène du politique pour parler finalement des identités culturelles et de toutes ces mères culturelles que nous portons tous en nous. Donc ces silhouettes sont devenues des silhouettes qui portent l'ornement, mais toute forme d'ornement possible que l'histoire nous a laissé. Et elles sont passées à l'écriture. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elles sont devenues aussi écritures. Alors ici, c'est une lettre ouverte dans la culture marocaine qui est une invitation pour rendre à la mère ce qui lui appartient. Quand on veut remercier une mère, c'est une invitation qu'on lui donne en offrande. Mais il en existe d'autres avec des poèmes, il en existe avec beaucoup d'autres signifiants. Et pour terminer, donc on passe finalement à la question de la mère patrie que j'ai beaucoup évoqué, ce concept que je mettais en lien entre la mère et la mère patrie. Pourquoi la résistance, pourquoi les super-oum étaient des éléments de résistance, des symboles de résistance. C'était le symbole de résistance à la mère patrie, évidemment, qui était en lien. Et parce que la mère patrie est un concept obsolète, je crois que je l'ai déjà formulé. Et si une mère patrie peut exister, elle existe dans une pluralité parce que nous venons maintenant de plusieurs endroits, nous sommes attachés à ces endroits et il est hors de question évidemment de choisir. Donc ce travail s'appelle les compartimentations parce que notre corps est compartimenté en nations. Donc évidemment, il y a des endroits où vous allez trouver l'Espagne, il y a des endroits où vous allez trouver pour moi le Maroc, ma berbérité aussi. Et donc il était important pour moi de comprendre ça. Donc je vais conclure avec la dernière image que je présente pour notre et mon ami artiste que j'ai rencontré ici dans les îles Canaries pour faire le lien. Et c'est en fait de dire que finalement le corps de la grossesse est un corps qui révèle les choses, même quand il n'est pas dans la grossesse. Le corps tout court est un corps qui révèle. Il n'est pas présenté avec une hiérarchie, avec le cerveau en haut et un corps ailleurs, c'est un tout. Et évidemment, quand votre corps parle, voilà, il traduit, il interprète toute l'actualité culturelle, médiatique, politique. Le corps est traversé par toutes ces réalités avec toutes les complexités et les tensions et les dominations qu'on peut y trouver. Et donc cette dernière photo fait partie d'une série qui s'appelle Les Natures mortes, pour pouvoir faire le lien justement entre la création et la procréation et ce rapport finalement à la vie, à la mort qu'on a tous dans notre vie de mère, parce qu'une chose se termine, ce sont les banalités de la vie si vous voulez, mais qui sont très bien définies dans ce rapport à la vanité. Voilà, merci. Bueno, ahora le toca el turno a Amina subir. Bonjour à tout le monde. Je remercie mes collègues d'avoir montré leurs travaux. Je n'ai malheureusement pas d'images à vous montrer, si ce n'est que les œuvres qui sont exposées ici au CAM, dont je vais vous parler un peu, mais surtout je vais parler en fait de l'expérience, donc au-delà de ces enveloppes qu'on appelle les corps. Et donc effectivement, quand on travaille avec son propre corps en tant qu'artiste, c'est toujours une expérience délicate parce qu'on apprend à se connaître et on apprend effectivement à tester ses limites et à connaître un peu plus les limites de son corps. C'est aussi une manière de codifier en fonction de sa société, de sa culture, de ses traditions, de l'application de certaines dominations ou politiques qui s'appliquent au corps. Et je viens d'un pays, d'une région où en général le corps des femmes est sujet
voilà, une codification, une présentation soit voilée, soit cachée de certaines formes. Parler de l'expérience du corps, c'est aussi parler de l'expérience des autres corps et de comment le corps de l'artiste s'inscrit dans une société. Et à ce moment-là, on sort de son corps, on sort de cette enveloppe dans laquelle on habite. Et à ce moment-là, on peut avoir une expérience collective et interroger d'une certaine manière la mémoire et savoir où on va avec ce corps, dans quelle inscription nous nous mettons pour pouvoir déjà nous connaître nous-mêmes, connaître notre comportement, notre projection. Et à ce moment-là, parler de l'expérience de son propre corps en tant qu'artiste, c'est pour moi une manière d'interroger le corps des autres. Alors au départ, j'étais quand même assez concentrée sur mon propre corps, hein, en faisant des performances, des actions qui étaient liées à ma propre perception de moi-même, de ma réflexion en tant qu'image. Vous pouvez ici constater en fait une photographie où je reprends donc la célèbre peinture de Salvador Dali, donc le Christ de Saint-Jean de la Croix, qui est pour moi en fait une façon d'exprimer l'abîme de ce corps que j'habite, qui est aussi très révélatrice donc d'une certaine élévation et d'une certaine crucifixion de son propre corps que nous habitons, et de la manière avec laquelle on peut, en tant que femme, s'élever avec les outils domestiques qui sont d'une certaine manière cohérents avec ce que nous habitons tous les jours, c'est-à-dire des outils de bricolage, des outils de ménage aussi, et de voir comment, à travers ce corps et cette expérience de corps qui démarre de l'espace donc domestique qui est celui de la maison et qui va à l'espace ensuite à l'espace extérieur, qui est celui de la violence et des codifications politiques et sociales qui sont appliquées selon les pays. Bon, moi, je viens d'Algérie. Il y a relativement une certaine façon de voir les choses dans le monde, qui est inscrite dans le monde arabe, qui est inscrite au nord de l'Afrique et qui n'est visiblement pas celle des autres codifications sociales et politiques qu'on peut, par exemple, appliquer à une femme européenne, une femme latine-américaine ou une femme asiatique. Donc, c'est important de savoir d'où vient ce corps pour savoir un peu comment on peut le transcender, partager son expérience et arriver en fait à le rendre un peu plus universel, commun, pour pouvoir toucher l'autre avec sa propre sensibilité et avec sa propre expérience. Donc il y a cette première photo que je montre ici pour l'Iris de Lucie, qui est celle de montrer en fait ma façon de voir le monde à travers un prisme qui m'est propre, hein, donc la crucifixion de son propre corps. Donc c'est après une façon aussi d'interroger le lien qu'on a avec la religion, le lien qu'on a avec la spiritualité, au-delà de la religion. Le lien qu'on a avec la spiritualité n'est pas forcément lié au religieux, il est lié aussi au symbolisme d'une certaine réalité qu'on peut très très bien voir dans d'autres sociétés, etc. Mais c'était important pour moi de montrer ce travail-là pour l'Iris de Lucie, pour montrer effectivement cette façon d'expérimenter le corps à travers une image et de lui redonner encore un autre souffle à travers une certaine contemporanéité, si on peut appeler ça comme ça, de mon propre corps. Ensuite, dans d'autres travaux, j'ai plus expérimenté le rapport de mon propre corps avec celui des autres. Dans un projet qui s'intitule Un été à Alger, que vous pouvez voir sur Internet, c'est un web documentaire. C'est ma manière avec laquelle j'ai pris la place des hommes dans l'espace urbain, donc pour un peu aller à la rencontre de cet autre corps qui est le corps de l'homme. Et c'était une manière d'interroger donc ce qu'on appelle les gender issues, avoir d'une certaine manière un rapport d'expérience frontale et une expérience aussi provoquée
pour aller à la rencontre de cet homme que nous ne rencontrons pas, qu'on ne va pas rencontrer en fait facilement dans l'espace urbain, qui est censé d'être un espace commun, mais en général, c'est un espace qui est plutôt codifié. C'est-à-dire que les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un côté. C'est plutôt une manière, je dirais, comme une façon d'apartheid dans un espace qui est censé être commun. Donc j'ai été, à travers des actions performatives, rencontrer ces hommes donc, dans leurs espaces, le café, le barbier, le stade de foot, les marchés où ils vendent des slips, etc. Donc dans plusieurs endroits comme ça, j'ai été faire des expériences où je me suis rendu compte que la rencontre et surtout le fait de se mettre à la place de l'autre était quelque chose de relativement salvateur et nécessaire. À partir de cette expérience-là, où on se met dans le corps de l'autre, on arrive plus ou moins à voir ce qu'il ne voit pas ou à voir ce qu'il voit, pour essayer, au-delà du fait de comprendre, tout simplement de se retrouver avec cette sensation qu'on ne connaît pas forcément. Et donc c'est une manière d'expérimenter le corps à travers des expériences, à travers des rencontres, qui est nécessaire dans mon travail et qui ponctue un peu donc, ma démarche. Donc pour revenir un peu à la deuxième œuvre que j'expose ici, le fait de parler de son propre corps et de parler des expériences des autres, avec les autres corps, c'est une certaine manière d'interroger aussi la mémoire. Donc je suis revenue à ma première sensation. À l'âge de 10 ans, quand j'avais visité en fait, avec un groupe scolaire le musée du Bardo en Algérie, à Alger, la reine Kaïna était tout simplement quelques bouts d'os qui étaient là et que j'avais vu comme ça à l'âge de 10 ans. Donc c'est une expérience qui m'a relativement très marquée à cet âge-là. Et comme c'est une reine qui a été décapitée donc, après plusieurs batailles, puisque c'est une reine berbère qui a tenu assez longtemps, donc c'est une résistante, hein, qui a tenu assez longtemps pour repousser l'invasion arabe donc, au 7e siècle. Mais effectivement, c'est l'une des femmes qui a effectivement mené des troupes. Et pour moi, je considère, au-delà du fait de mener des troupes, c'est une femme qui a résisté au corps de l'invasion, on va dire, qui a résisté à cette autre agression. Donc progressivement, donc, le fait d'avoir juste son squelette et de ne pas avoir son visage, je me devais, je pense, en tant qu'artiste, je pense que les artistes ont une responsabilité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis de leur société. Cette responsabilité et ce rôle, c'est aussi de laisser des traces qui vont nous nourrir, vont nous amener vers quelque chose de constructeur. Si nous ne laissons pas de traces à nos enfants, aux générations qui arrivent, ce serait dommage de continuer dans ce sens-là. À partir du moment où on sait d'où l'on vient, on sait où on va. Et ce statement, si on peut dire ça comme ça, c'est une façon pour moi de reconstituer donc ça, à travers cette mémoire de femmes fortes, de premières femmes résistantes d'Afrique du Nord, et l'une des premières féministes sans doute bien avant le Moyen-Âge, puisque c'était en 687 après Jésus-Christ, que cette femme qui a mené des troupes a été donc décapitée par l'invasion arabe, par Ibn... Oui, il a un nom très long, mais j'ai oublié, enfin bref. Ibn Oman, voilà, Ibn Oman, qui a donc progressivement donc, fondé donc, la Tunisie que nous connaissons aujourd'hui et qui progressivement a demandé donc, un renfort pour effectivement continuer l'invasion arabe et essayer de contrer donc, la très forte résistante Kaïna du nom berbère Tedmate ou Tedmout, et certains aussi l'appellent Dihya. Donc elle a 3 noms différents et elle a été baptisée Kahina pour dire la prophétesse, parce que c'était aussi
une femme prêtresse qui a su très bien mener donc, des troupes avec des hommes pour protéger son territoire, protéger donc sa façon de vivre. Et donc il y a eu bien évidemment des siècles qui se sont écoulés et on a quand même dans ce patrimoine-là gardé son corps, mais c'est un corps sans tête. Donc en tant qu'Algérienne, j'ai vraiment ressenti le besoin de lui constituer en fait une tête. Et cette tête, elle est ici au CAM. Et donc, je remercie Orlando d'avoir inauguré l'Iris de Lucie au MUSAC, au musée de Rochechouart et au CAM ici pour finir donc, le trajet de cette belle exposition qui est l'Iris de Lucie. Et je le remercie donc vivement de m'avoir permis de présenter donc, ce visage de femme forte pour continuer cet héritage par rapport à notre mémoire collective. Voilà, je vous remercie. Y para concluir esta primera mesa de presentaciones, Miriam Mihindou. Bonjour, buenos días. Je suis vraiment désolée, je suis arrivée en retard parce que je vous attendais à Casa Árabe. Donc il a fallu que rapidement je trouve un taxi pour vous rejoindre ici. Voilà, donc toutes mes excuses pour ce retard. Et voilà, alors je vais commencer par remercier Orlando Brito Rinorio. Vraiment, je le remercie parce que je pense que l'œuvre que je présente ici, vous m'entendez bien? Ça marche, oui. Parce que l'œuvre que je présente ici, vous voyez comme ça? Plus proche, comme ça. L'œuvre que je présente actuellement est une œuvre que je n'aurais peut-être et sans doute jamais montrée. Lorsque Orlando m'a demandé de participer donc à cette exposition, l'Iris de Lucie, qui était un hommage à Amal Kenaoui, une artiste que j'ai connue, que j'aimais du fond du cœur, une artiste engagée, courageuse. Merci. Une artiste courageuse, engagée, qui a produit sur un territoire que je connais bien, l'Égypte, puisque j'y ai vécu 3 ans. Donc j'ai été d'autant plus sensible, je dirais, à cette invitation, compte tenu du fait que j'avais l'expérience du territoire et que je savais très bien que sur ce territoire qu'est l'Égypte, quand on est artiste, s'engager, c'est prendre le risque de vivre ou de mourir. Donc, lorsque Orlando m'a contacté, il m'a demandé de lui présenter un certain nombre d'œuvres, y compris celles que je n'avais pas présentées ou celles que je souhaitais présenter. Et donc, j'avais réalisé une résidence à Tanger. Une résidence, parce que moi, je suis une grande marcheuse. Je suis une artiste qui est une grande marcheuse. Je voyage énormément. Je suis très solitaire. J'observe énormément. Et je suis, on va dire, un peu une artiste un peu asexuée, dans le sens où je navigue autant dans les milieux masculins que féminins. Je ne me sens pas forcément femme dans la ville, je me sens citoyenne dans la ville, vivante, et donc j'observe un petit peu tout ce qui se vit autour de moi. Et lorsque je suis allée en résidence à Tanger, je remarquais que les regards masculins se posaient sur moi de manière assez gênante, jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, pour ces regards, j'étais peut-être une femme qui cherchait quelque chose. Et ça m'a beaucoup dérangée, parce que je ne cherchais rien de précis, mis à part le fait que je déambulais dans cette ville. Et c'est vrai qu'à force d'avoir ces regards pesants sur mon corps, je suis rentrée dans le corps de la prostituée, finalement. Je me suis dit, puisque je suis peut-être la prostituée, eh bien, autant que je sois la prostituée et que j'entende ce qu'on a à me dire et que je comprenne quel est ce corps-là.
Et donc, j'ai traversé donc, le roman de Mohamed Leftin, un roman qui aborde justement les questions du corps, de la prostitution, mais d'un corps qui fait commerce de son corps pour pouvoir survivre. Et j'ai trouvé l'approche vraiment très intéressante, puisque par expérience, j'ai pu constater autour de moi, depuis que je suis jeune fille, qu'il y avait énormément de femmes, beaucoup plus qu'on ne le croit d'ailleurs, qui font commerce de leur corps pour pouvoir justement prendre soin de leur mère, de leur famille, de leur tante, de leur sœur, et que si elles font commerce de leur corps, c'est parce qu'elles n'ont pas accès à l'emploi le plus souvent, ou qu'elles se retrouvent dans des situations familiales extrêmement complexes qui les amènent à faire ce choix. Donc c'est vrai que l'œuvre que je présente, qui est la complainte du serpent muet, est un hommage à toutes ces femmes, à tous ces corps blessés, à tous ces corps de... Je suis émue. Bon. Excusez-moi. Je rends hommage à tous ces corps de courage, qui sont des corps de petites filles, qui sont des corps de jeunes filles, qui sont des corps de mères et de grand-mères. Je leur rends hommage parce que je sais combien nous vivons dans des sociétés extrêmement injustes et qu'en pourcentage, même si nous avons le privilège, nous, de circuler dans des sociétés qui finalement nous offrent le confort que nous vivons, il y a autour de nous quantité de jeunes femmes et peut-être de jeunes hommes d'ailleurs, qui font offrande de leur corps et et voilà, je voulais vraiment qu'on ait une sensibilité pour ça et qu'on puisse se poser la question de savoir finalement, puisque la sexualité est au cœur de nos sociétés, c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir, elle est au cœur de nos sociétés, et la manière dont on l'utilise, la manière dont on la commercialise, est aussi à l'image finalement d'une société que l'on construit. Et je pense que c'est important donc de se pencher aussi sur cette problématique, puisque c'est une problématique qui est à l'image d'une certaine éthique à défendre sur l'humain, sur l'homme, comment on construit ces sociétés, qu'est-ce qu'on pense pour l'homme. Et c'est pas parce qu'en minorité, nous ne sommes pas fragilisés par cette problématique qu'il faut en ignorer l'existence. Voilà, je vous remercie. Moi, je n'ai pas d'œuvre à présenter parce que je n'avais pas pensé à le faire. Donc je préférais vous faire partager un petit peu mon expérience d'artiste, qui est une expérience du territoire. Et juste pour finir, j'ai donc deux œuvres. Une œuvre ici, au CAM, qui est cette vidéo, La complainte du serpent muet, et une autre série d'œuvres qui sont plutôt des photographies de cette traçabilité finalement de la blessure, qui sont présentées à Casa Africa. Je vous remercie beaucoup. Muchas gracias, Miriam, y a todas, ¿no? Y a todos por estar aquí. Vamos a hacer yo les pediría, porque si salimos ahora y hacemos una interrupción muy larga, se nos va a dilatar mucho en el tiempo. Mientras cambiamos la mesa y suben las otras participantes, si no les importa y ustedes pues se quedan donde están. La presentación, el testimonio de Mwangi Hutter. Es que llevo mucho tiempo, años diciendo Mwangi, y ayer me corrigieron ellos y yo se los agradezco, ¿no? Y Orlando es Mwangi. Yeah, Mwangi. So, you can start whenever you want. How do we do it? We have to be close. That's not so difficult. We are trained in being close. Hello, good evening. Hello. I am the alibi man in the show. He's our diva. This is our diva. No, it's just a joke, actually. Don't take that serious.
I'm not a diva at all. No. But she is, definitely. Okay, so thank you very much for coming and for the invitation. Thank you very much, Orlando. It's a pleasure to be here. And yeah, we try to give you a brief introduction into our work. And we have to say we work together. We merged actually our identity, so we became one artist. And we realized also this merging is a kind of a vision actually, who couples develop. And in real life, it's a problem. It's more a problem. We found out, and we found out also when we work together, when we do our artistic projects, it's a kind of easier. And really? Yeah, definitely. I mean, it's not that I want to say it's very easy to work together, but most of the time it functions very well. Yeah. So this is an image out of the work that's in the exhibition, titled Turquoise Realm, which is a 3-part video work. And this image is probably one key point of the work, in which you see that the woman gets up from one side of the space, which is 3 beds, and goes over to the man and picks him up in a demonstration of strength and probably integrity. And he's quite accepting of this position. It's maybe not so clear how much life force he has left. And she has also the ability to protect and to nurture, and lifts him and carries him to the center piece. And there they lie together and merge into one and become an offering of flowers and fruit, something very beautiful. So I think this is a key work for us, where over many years we've gone through different phases in our work, and we've reached a point of trying, it's tricky, but trying to speak about an alternative to all the problematics that we have around human conflict, that's created through a sense of difference. Trying to maybe get to a little bit a root or a basis, which could be an option of how to create a common ground. Also maybe to add, yeah, I mean, it's also, of course, quite obvious. It's a story about the black body and the white body, and it's a story about caring of each other, and it's. I think it has a symbolic. How do you say that? There's a symbolic message included, or it's not. It's very obvious actually that we are, because the black body and the white body is a topic which we get where we get confronted actually in our daily life pretty much, and so we also try to work with that. Yeah, so we can also stay a little bit sane and grounded. I think what Amina was saying about working with your own body, that it actually becomes representational and you're leaving a sign or a trace, because I think as an artist, a lot of us were involved in diagnosing or
exposing human problematics. But at a certain point, we are also asking ourselves how to show, create a vision for the future. Also for our children, like what kind of option after we've you know, we can see the problematic, so how to speak a little bit about a vision. That's becoming more and more the basis of what we try to do. So this is a video installation which is related to the work here, where you see also we use the image of the bed because it's one of the very basic fundamental places of human activity, from birth over love, sexuality to death. There are a lot of very exciting things that happens in the bed. Also, this work is called, the title of the work is Act of Leaving the Body, Act of Leaving the Body. And there is included the wish. I heard that very often, especially from old couples, that the last wish would be to die together, because one cannot imagine how to live with the other when they were living together over, I don't know, 50, 60, 70 or 80 years. So within the during this video installation, you see how these two bodies come closer and closer through the preparation. I mean, the woman is already prepared, and the man is following. Yeah. Yeah. I think it's very much about also feeling your way into the position of the other, and whether you do that on a relationship level, or we're trying to design imagery, and they should also have something to do with an aesthetic, and create a space where the viewer can be in relation to it and think about their own experiences. So really trying to use the aesthetics of art as well through all the different kinds of media that's available to create that kind of language. Also the development of our body of work is, we used to work quite with a lot of heavy topics and a lot of painful things we went through, and we developed more and more, I would say, a poetic way of dealing within our work. So it's much more calm now and much more poetic in a way, and it's relieving in a way also to leave this a little bit behind, these heavy topics of political, racial, violent issues. In a way, it's still always inherent in the work, but yeah, it's like a kaleidoscope. When you see a work, all the issues can evolve from there. I think it really depends. Sometimes you'll have a same work have two completely different reactions from an audience. One will say it's really violent. I cannot look at it. As the more open the image, the more the viewer is having the possibility to really discover their own. That's very, very interesting. And another person will say the same image and say, no, for me it has something very healing about it. So that's kind of exciting. This is a last work just showing our two daughters who are twins. Again, the topic of being joined and being connected, because we do believe that all humans, despite all our differences, we're actually fundamentally connected. I always think that if we would wake up one morning and realize how much we're the same, we just stop. So that's... Stop having problems. Yeah, we'd stop having problems. So thank you very much. Yeah. Will be a surprise. Okay.
It's a surprise. How do you go out? Okay, so I'll go over there, no? it's okay. Suliha, you feel like you want to do it? No? Pelagie, okay. Wait, I need to be linked here. Thank you. Merci. Okay. So I will. So I would like this one. I know it didn't work. Yeah. Okay. If we have a problem, somebody can do it, no? Ah, yes, is this something like... C'est le moniteur là. Yeah, monitor, yeah. Disposition. Here we go. Here we go. Yes, you see, they are here. You want Yeah, to do yes. diaporama? Yeah. We can start, yeah. Hello. Je dois essayer ça. Voilà. Ça marche. So, thank you for your presence, for your attention. Thank you for all of you who are working for this project and to bring us today together. My story started at Dakar in 1965. I am from Benin. I define myself more as a griot than a visual artist. The term of griot sounds like a landscape of my memory. It's a part of me and a traditional form of storytelling in Africa. One day, I decided to appropriate this heritage to myself, and it became my statement. Au sens poétique, le griot remet en question l'individu dans sa propre trajectoire, car il absorbe la parole des anciens, la remodule comme une boule de graisse qu'il vient déposer dans le ventre du passant, avec les ingrédients de son époque. En pratique, c'est casser le rythme du quotidien et y intégrer sa part d'éternité. My artwork is an orality language as soon as I realized that it's the end of this tradition of griot in Africa and that we are crossing the virtual world. Alongside this, my sensitivity vibes like a drum when I'm thinking about stories, collective memory, and trauma. My artistic engagement led me to face the history of origin, the history of Black people through time, to better understand the cultural, social, and economical issue of the world which I am part of. Sorry. Oh, yeah. My work is a proposal form of contemporary narrative movement. The body of my artwork starts in 2004 after having reading and be faced with the icon law of the Louis XIV. Is a degree about it was a Bible of slavery. My artwork is an organic material by the encounter with people, with conversation. This is the body
of my material to work. I am in the process of deconstruction of image conceived from the archive, from different museums. And I am in the process of research in a new icon to create a visual database of contemporary trauma. I confront my own body to react to the horrifical archive I have seen in different kind of museum, or like a witness by my travel and my discussion with people. My process is to clean up the toxic iconography of image of the colonial era with a carnal approach of bodies and spirit. Then I realized that to speaking about my own trauma, my vision, my experience, is to be a witness of my narrative journey and to share it as a material. With the artwork, never forget the song. Never forget the song that I show in Casa Africa, or delete and remade the cradle of humankind at the camp here. I suggest to invite people to have a reflection of our maps of memories, our maps of trauma, our maps of body, and our maps and violence. The wall painting performance is a gesture of resilience and also a tribute to the legacy of the spirit of Nelson Mandela. Mandela. After my stay last November in Johannesburg, I had a revelation to remind the cradle of humankind, as they call it, because for me, the cradle of humankind is so romantic and is so a contrast of the reality. So I decide a new statement is to call that Africa is the terre asile, all of the human being, is our terre d'asile. Africa was, since the beginning, the place where the resource was stolen. Wood, petrol, coltan, ore, diamond, human. And it still provokes violence. The project of Lucy is a conversation of our human nature. Also, the notion of the origin always questions us since the beginning of our imaginary landscape. The past, the present, the future, the past, the present. This is the landscape. For me, it's a metaphor of the time. So this is also a new idea of me. Time is a landscape where there are no order on the future. Everything is mixed. So the question is, what kind of ecology of mind we are creating? What are the analogies between the desertification of the earth and the desertification of the relationship between human beings? The nature is in trauma, or I think that the nature
is more resilient than us, and we need to learn a lot about the nature that it means about each other. So thank you. I have this inspiration by the love, the sun and the moon. Thank you. Thank you. Mandela. Thank you, Orlando. Thank you. Well, it's very difficult to speak after Pelagie. No. I mean, No. it was so deep, then I feel like it's going to be cold coming from me right now. So I'm going to try. I am here. Press here, I think. Okay. That's fine? I am here. So I was saying that it's very difficult to speak after Pelagie. It was so deep. Then I hope it's going to be enough warm. So thank you very much for having us, Orlando, again. I'm very happy to be at the CAM for third time, I think, in Canary Island, the island that I really start to know more and more, and happy to be here again. I did not bring images, I'm sorry about that, but I felt like I had a solo show here, and people know about my work now, and I'm gonna talk about the pieces we are showing here and at the Casa Africa. I'm showing 4 works. The one here is an installation called The Silence. It's composed of rugs and shoes, high-heeled shoes. The rugs are it's fine. Closer again. So what should they do? I did not understand. It's okay. It's okay now? Okay. So the installation Silence is composed of prayer rugs, Muslim prayer rug, and high heel shoes. Why the high heel shoes? It's because I think that it's very symbolic of the presence of women that lead her destiny, that she knows where she's going, that the woman, she conscious of her femininity, of her power sometimes, or maybe not, you know. It depends. So I cut out a hole, actually a circle. So there is an empty space inside the rug. So my issue was to combine the sacred space or the non-sacred space inside the sacred space. So for me, it's more a thought about the question of a limit, you know, between the two spaces, and how finally the woman, more than men, because actually it's the men who decide of that, of what is sacred and what is not sacred. So the woman here, she's kind of in the middle of this issue, and so she has to deal with that. Yeah, that's the point of my installation Silence. The other one is The Spider. The Spider, of course, is a tribute to Louise Bourgeois, that I think everybody here know about Louise Bourgeois. And I wanted to do kind of a tribute to her. Why? Because when, as an Algerian young student on art, when I arrived to France, and I started to study fine art,
what we learn first, we learn about modern art, but European modern art. So I felt like now I feel like I have to, not I have to, but not in the meaning of obligation, but in order to construct another way to think, to see to review the history of art, and then I decided to do the tribute to Louise Bourgeois because when I saw her work first time, she presented to us as a feminist artist, you know. But I felt that feminism artist did not really begin with her. But still, she's an important one. And then I decided to communicate with her. Maybe it was kind of comment dire, pretentious to do that. But anyway, I did it. It's kind for me a way to communicate with her. Then I decided to do a tribute to her with this spider. Because the spider actually is, in Muslim culture, it means it has a symbolic of it linked to a story with the Islam history that protect the Prophet Mahomet, protect him from his enemy. So I find it interesting because for Louise Bourgeois, it's the same too. For her, the spider, it's the animal that protects. You know, it's the mother, protective mother. So I find it interesting to do that first link. Like even if we are in two different culture, still there is a link. You know, I find it interesting to bring this out. Then my spider is composed of shapes coming from the architecture repertoire. So it's different arcs coming from different style, from different civilization. And the combination of all of them construct this organic body, but in the same time is a conceptual one. So yeah, so that's the idea of that piece too. Should I continue? There is two others in the one in Casa Africa. There is a piece, graphic piece, it's called Silence d'Or. And I find it interesting too because that Orlando chose to show this piece because it's a work that I have done many years ago, and it was in my studio somewhere. And then actually even Catherine Stephen, the curator, with who I had the chance to do my solo show here, then she said, okay, why you don't show this work, you know? So I'm happy to show it, but it's difficult for me to really explain where it's coming from. But well, I'm gonna try. It's a graphic work. It's made with just the word silence. And it's actually an interrogation. I'm questioning the word silence by itself, you know, because when you say silence, you are not doing silence because you are saying it, you know. It's just that this other kind of contradiction, you know, and it's coming just from this word, just from this simple action, just saying silence, but you are not doing silence. So what we do, you know, how to define silence. So I'm doing drawing with the word silence that create kind of bavardage, visual bavardage. Bavardage, I don't know how to say in English. It's when you speak a lot, you know, you are loud, you know. Yeah, I'm presenting it like an oxymoron, you know. An oxymoron, it's but a visual oxymoron, not word oxymoron. So, the other work, which is called Cauchemar, next to amazing work of Bélagi, it's a shape.
actually, it's another piece for me that's coming from the history of art, Western history of art, called Cauchemar. I don't know. I mean, it's enough known. It's the theme of the woman that she's visited by a devil, you know, by devil, but the other meaning is the desire. When she has desire, so she's a kind of devil, you know. So it cannot be pure, it cannot be innocent. It has to be something wrong, you know. So I find it interesting to take this subject again and work with it from my view. And so I decided to do it with a nail comment dire? Nail polish, thank you. And I let it drop like blood. So it's with this work, this work, I'm trying to again to show this contradiction between the red as a symbol of passion, but in the same the symbol of guilty, you know, of something guilty, something not good. So, and in African meaning, in many civilizations, the blood is the pure thing, you know. So yeah, that's what I try to do in this piece. So, voilà, thank you very much for the patience. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. ¿Me oyen? Bueno, vale. Gracias a mis compañeras con las que llevo unos días que tengo que decir maravillosos y muy especiales, en las que no me siento solo una compañera artista que se ha incluido dentro de esta muestra, que es un orgullo increíble tanto para mí como para mi compañera, porque está siendo una experiencia que de verdad que no tengo todavía palabras para explicarla. Me siento una hermana con estas artistas. Y bueno, ¿sí? Yo quería hablar del proyecto que presento de Perras, ¿vale? Yo he trabajado en fotografía, en vídeo, instalación y muchos proyectos colaborativos con otros artistas y en la gestión. Dentro de la gestión, en el año 2009, desarrollé un proyecto con mujeres en reinserción social. Este proyecto tenía que ver con la idea de desarrollar un proyecto individual, pero que a la vez fuese un proyecto de mujeres colectivo y que luego ese proyecto se pudiese mostrar dentro de un contexto museístico con otros proyectos con diseñadores. La experiencia fue maravillosa. El proyecto se llamaba Empápate y se desarrollaba, es que tenía unas imágenes, pero no sé qué pasa ahora con el pen y no puedo mostrarlo, pero era como, se basaba en las muñecas de Canarias, las papas que se cosen con medias. ¿Saben cuáles son? ¿Saben cuáles les digo? Que son sí, ¿no? Pues lo que hacían eran, a través con sus medias, hacían unas papas, las cosían y poco a poco íbamos desarrollando hasta que hicimos un puff muy grande. Y se presentó dentro del marco del Tenerife Design Festival, las mujeres prostitutas, los políticos, los artesanos, los diseñadores, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. A partir de estar con ellas durante todo este tiempo, con esta experiencia, conociéndolas más, pues le planteé que sí les interesaba que pudiese desarrollar mi trabajo fotográfico. A mí durante años me entro en los espacios íntimos de las personas y ahí pues desarrollo mis proyectos.
se dieron a muchas de ellas a trabajar conmigo en este proyecto y, bueno, aparte de que ellas, entre ellas se llamaban Naomi Campbell, Kate Moss, empezaron a cambiar o sea, empezaron a sentirse pues atendidas, ¿no? Y bueno, entré en su realidad y la realidad era bastante dura. Entonces he pensado que en vez de traerles algunas imágenes de estas mujeres y ya que también ha sido muy, bueno, esto va relacionado con el proyecto que ustedes ven que pueden ver o han visto de perras, ¿vale? O sea, la primera parte sería este proyecto que desarrollé en Tenerife, pero al final, sea Tenerife, sea Aruba, sea el Congo, lo que me ha dado la experiencia es que la realidad es la misma, sea donde sea, ¿no? Entonces, pues lo que quería es ahora ponerles un sonido de una de las mujeres que creo que resumiría lo que sería la primera parte de este proyecto antes de entrar en Aruba. Voy a poner la traducción también de lo que dice la canción. A ver si lo podemos poner al mismo tiempo. Ahora voy a poner la canción, ¿vale? Pero es porque no sé, no puedo ponerlo al mismo tiempo. A ver qué pasa. A ver, sí. Que ya se usa más. Sí, lo siento. Y no... A ver. No se oye. No, pero no sé. Sí, pero tú... I need more volume. Okay, here. Bueno, esta era Manoli. Creo que deja bastante claro lo que es la situación de estas mujeres. Después de trabajar con ellas, pues me surgió, bueno, me invitó a través de Orlando Brito. Participé en la primera Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe en Aruba, en las Antillas Holandesas, y pues ahí profundicé también en la misma temática. Entrevisté tanto con mujeres como con empresarios que les interesaba desarrollar pues el negocio de la prostitución. Y el resultado que ven fue, bueno, también asocié directamente todos estos sentimientos a la cantidad de perros que se encontraban en la isla de Aruba. Y ese fue el resultado que desarrollé durante la Bienal, que pueden ver en este museo. Y a posteriori tuve la experiencia de poder viajar al Congo. Me invitaron para desarrollar un proyecto también allí y era otro tipo de prostitución lo que se desarrollaba en el Congo, ¿no? Eran mujeres que lo que buscaban era encontrar un hombre que les resolviese la vida a ellas y a su familia. Y bueno, pues ese ha sido mi trabajo respecto a este tema, que por ahora me ha llevado seis años desarrollando. Bueno, no sé. Sí, no sé si quiero...
Sí. Bueno, buenas noches. Agradecerles a todos los que están aquí esta tarde, noche, con su presencia acompañándonos. Ruego que me disculpen porque estos días han sido increíbles y a mí cuando yo vivo emociones potentes, no sé qué me pasa, que llega un momento en que la garganta se me bloquea y hoy estoy en esos días. Yo podría hablarles de mi obra, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque hablando con Yapsi y siendo nosotras dos las únicas artistas no africanas políticamente, quisimos y nos pusimos de acuerdo en que un poco yo sería la voz de las dos. Qué pena tener esta voz hoy. Sería un poco la voz de las dos para hablar de lo que puede ser el backstage del Iris de Lucy. Lo que ha sido el Iris de Lucy en estos días para nosotras. Y voy a ser lo más breve posible, pero tengo que empezar con una anécdota maravillosa. Yo tengo un padre maravilloso de 87 años que anoche estuvo aquí. Y el hombre estaba acelerado. Y esta mañana me llama para pedirme disculpas porque él se daba cuenta que ayer estaba acelerado aquí y que no sabía lo que le pasó. Y estaba preocupadísimo. ¿Tú crees que yo metí la pata? ¿Tú crees que tal? Digo, no, padre. ¿Qué va? Al contrario, tú conectaste con la energía que hay en este espacio. Me dice, ¿qué me estás diciendo? Digo yo, sí, padre. Tú que eres una persona muy espiritual, porque él es muy religioso, es muy católico. Digo yo, tú conectaste con la energía que hay en el CAN y que también la hay en Casa África, que es una energía absolutamente positiva. Este espacio está cargado y es de lo que yo quiero hablar, o sea, de esta experiencia de vivir esta sinergia entre mujeres diferentes que nos reconocemos en la importancia de la diversidad como un valor muy positivo. Aspecto este que justifica el que Yapsi y yo estemos en el contexto de una exposición de artistas africanas contemporáneas, que tenemos que justificar al día de hoy incluso porque hay personas que todavía no entienden que se nos pueda incluir en el contexto del arte africano contemporáneo. La obviedad de por qué se nos puede incluir la voy a dejar a un lado porque precisamente por eso, porque es una obviedad. Y solo quedarme ya para finalizar con qué ha sido Lucy para nosotras. El compartir con todas estas maravillosas mujeres unos momentos, unas experiencias, un poder contrastar nuestra mirada con ellas, siendo nosotras, viviendo nosotras en esta región, que entre otros aspectos o entre otros, ¿cómo decir?, nos sitúa en la ultraperiferia de la ultraperiferia, y qué bueno ha sido para nosotros poder tener este cruce de miradas, este poder contrastar nuestros discursos con el de ellas, que al final es una de las labores más importantes que tiene un museo de arte contemporáneo, que es poner en diálogo a artistas de diferentes latitudes, que en este caso estamos compartiendo un mismo contexto. Y yo creo que esto es también el legado de Lucy, ¿no? El legado de Lucy, que
que esta sinergia que ha habido entre nosotras desde el primer momento y que nosotras, tanto Yapsi como yo, agradecemos primero a Orlando el habernos incluido y también a las artistas el habernos acogido como hermanas, porque podrían haber sido ellas precisamente las de decir, pues nosotras no entendemos por qué están estas artistas en el contexto africano. Agradecer también su generosidad, este cruce de miradas, y yo creo que esta sinergia que se ha producido entre nosotros es en este ámbito lo podemos llevar a lo universal, y yo creo que también es un poco el legado de Lucy, ¿no? El que sigamos creando sinergia porque podemos caminar a la par, todos y todas, juntos y juntas, en la construcción de un mundo mejor, porque aquí se ha hablado de resiliencia, se ha hablado de diversidad, se ha hablado de coser heridas, se ha hablado de reescribir, de renombrar, ¿no? Entonces, bueno, yo quería poner esto hoy y compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a Casa África. No tenemos tiempo para intervenir preguntando, lo siento, porque tenemos que ser, nuestra cortesía nos obliga a ser puntuales en Casa África y disfrutar allí con esta otra parte fundamental del proyecto. Muchísimas gracias a todos y espero que se animen a ver esta otra parte de la exposición en Casa África. Nos vemos allá a las 8, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias.